Bien, merci Monsieur Walter pour cette invitation. Je faisais la remarque en écoutant votre exposé que finalement, dans le spatial, nous faisons un peu la même chose que vous, c'est-à-dire que nous pillons les laboratoires pour non pas faire des manips portables, mais pour spatialiser. Donc c'est exactement la même démarche, nous n'avons pas du tout les mêmes contraintes par contre, et je vais essayer de vous illustrer un petit peu l'historique de tout ça, dans le cadre de l'exploration de Mars et plus particulièrement de son exploration au sol. Donc je ne parlerai pas d'imagerie hyperspectrale, et pourtant la France est pionnière dans le domaine. Juste pour préciser qu'à l'Institut d'astrophysique spatiale à Orsay, le professeur Bibring, sur financement du CNES, a développé un spectro-imageur visible et infrarouge, et que cet engin tourne autour de Mars depuis plus de 10 ans sur Mars Express, et a fait l'objet de probablement la détection la plus importante de la décennie sur Mars, qui sont les argiles. Et les argiles sont la preuve que Mars a très probablement été une planète chaude et humide, où l'eau a coulé en abondance au début de sa formation. Et donc la spectro-imagerie hyperspectrale est vraiment importante. Et d'ailleurs, j'aurais pu en parler, mais bon, je ne pouvais pas tout dire, mais il développe actuellement le même instrument au bout d'un bras d'un robot, pour faire de l'imagerie spectrale au contact. Et simplement, je me suis un petit peu cantonné aux instruments de mesure de type fluorescence X, spectrométrie de masse, LIPS, etc. Donc j'ai omis l'imagerie hyperspectrale, mais j'aurais pu en parler. Ceci dit, cet instrument est en développement, donc il fait partie du futur et il n'est pas dans le présent. Voilà un petit portrait de Mars rapidement, pour vous dire que, et je vais être très rapide sur ce point, déjà, on voit des écoulements. Cette image est en fait un montage fait par des images prises par la sonde Viking en 1976. Les sondes Viking étaient doubles, 2 orbiteurs et 2 atterrisseurs. Je ne parlerai pas des orbiteurs, mais me cantonnerai pour les atterrisseurs. Vous voyez que c'est un photomontage, on voit ici des coupures. Donc c'est une vue qui est prise depuis l'orbite. La même image depuis la Terre vous donnerait des taches qui correspondent aux variations d'albédo, mais vous ne verriez pas les reliefs, notamment cette superbe vallée qu'on appelle Valles Marineris. Pourquoi Marineris? Parce que c'est Mariner 9 en 1971 qui l'a identifié. Et donc des grands volcans ici. Voilà, pour l'essentiel. Alors, je parle très rapidement de l'eau parce que c'est un petit peu le fond de commerce de cette planète. Et c'est pour cette raison que l'exploration se poursuit et probablement la plus ambitieuse concernant toutes les planètes du système solaire. Donc d'une part des fleuves asséchés, je pense que l'image parle d'elle-même, c'est une image Viking qui date de 1976, un fleuve asséché, on perd un peu la trace de l'eau après, c'est une longue histoire, je pourrais en parler s'il y a des questions. D'autre part des vallées de débâcle. Alors des vallées de débâcle, c'est une débâcle, c'est-à-dire que vous avez de l'eau qui est arrivée ici, qui a contourné, tous ces ronds sont des impacts de cratères, et une érosion brutale, violente, ça a probablement duré quelques heures, une débâcle, et ici, les cratères ont été complètement détruits par la débâcle. On a pu estimer un front d'eau de 100 mètres de haut sur plusieurs kilomètres de large. Donc la question n'est pas est-ce qu'il y a eu de l'eau sur Mars? La réponse est oui, et énormément. La question est est-ce que l'eau liquide a perduré longtemps en surface? Longtemps, c'est-à-dire typiquement la centaine de millions d'années. Là, c'est plus compliqué. Ces images ne vous donnent pas la réponse. Ça, c'est pour vous illustrer, et c'est propre à Mars. Autour d'un cratère, un grand, un moyen, des petits, vous avez un piton central. Ça, c'est un phénomène classique qu'on retrouve sur la Lune ou Mercure. Par contre, ce pattern autour, qu'on a appelé éjecta fluidisé, éjecta lobé, est interprété comme le fait que l'astéroïde qui a impacté Mars a transformé l'énergie cinétique en chaleur. Il y avait de la glace dans le sous-sol et c'est de la glace qui est retombée autour sous forme de boue. Et cette boue, comme Mars est très froid, s'est figée ensuite. Et cette forme d'éjecta a probablement 1 ou 2 milliards d'années et ne bouge pas, parce que Mars est maintenant un désert glacé depuis 3,5 milliards d'années. Alors ça, c'est juste pour vous montrer qu'il se passe des choses sur Mars tous les jours. Ces images sont au cours de l'année. Ce carré jaune, c'est l'année qui défile. Et vous avez une zone, là un plateau, là plutôt une vallée, et ça dégouline. Et donc c'est un phénomène qui est quotidien sur Mars, et on a pu corréler
que ces écoulements ont lieu pendant la période chaude, c'est-à-dire l'été. Et la question est de savoir est-ce que c'est de l'eau? Probablement oui, parce que c'est pendant la période chaude. C'est pas de l'eau pure, c'est de la saumure, c'est de l'eau très salée. C'est pas du sel de cuisine, mais c'est d'eau de sel. Et quand le soleil chauffe un peu plus, tout d'un coup, ça dévale les pentes. Et ça, c'est évidemment actuel, puisque c'est des images à très haute résolution qui datent de 2005. Alors, Mars, c'est difficile. Vous lisez 16 à gauche, parce qu'il y a eu un nouveau succès. En gros, la Terre marque un point quand une mission est un succès, et Mars marque un point quand une mission est un échec. C'est-à-dire c'est Mars qui a gagné. Et voilà, le score est actuellement de 40% de réussite sur un total de 40 missions. Donc vous voyez, c'est vraiment difficile. Et ce qui est difficile, c'est de se poser sur Mars, et aussi peut-être historiquement parce que l'attrait de Mars était tellement fort qu'on envoyait des fusées alors même que les fusées ne marchaient pas bien. Et donc au début, les échecs étaient liés à la technologie qui n'était pas au point. Mais néanmoins, se poser sur Mars, c'est difficile. Et voilà le résultat des courses, si je puis dire. Les points jaunes, c'est les atterrissages qui ont réussi. Tous ces atterrissages sont américains. L'Europe a fait une tentative qui s'appelait Beagle. Il devait se poser par ici. Bon, on n'a jamais eu de nouvelles de Beagle, donc c'est un échec. Et les points blancs, c'est les 4 sites qui étaient proposés pour Curiosity, dont je parlerai un petit peu. Et les soviétiques ont tout raté. La beau être rouge, cette planète, ça n'a pas été un succès. Les soviétiques ont beaucoup mieux réussi Vénus, curieusement, mais c'est une autre histoire. Mais par contre, sur Mars, vous avez donc 6 objets, 6 objets, tous américains, et je vais un petit peu vous raconter ce qui a été fait grâce à ces mesures. Et je commencerai par Viking, et on est en 1976. À l'époque, on avait eu Mariner 9 en 1971, on avait vu ces vallées, Viking était déjà en préparation. Le fait qu'on voit des calottes polaires sur Mars montrait qu'il y avait de l'eau. On se trompait un peu, mais pas totalement. Il n'y a pas que de l'eau, il y a aussi de la neige carbonique. Et donc, tout de suite, on a cherché la vie. On est allé tout de suite à l'essentiel, et vous allez voir comment on peut se planter royalement. En tous les cas, sur le plan scientifique, j'entends. Voilà, ça, c'est les sondes Viking. C'était simple, mais déjà extrêmement ambitieux. Un orbiteur, la partie basse, et le fameux atterrisseur qui est dans un cocon pour des raisons de stérilité et de protection biologique. On ne veut pas envoyer nos microbes sur Mars, on ne veut pas polluer Mars pour les générations futures. Et rien que cet aspect-là des choses, il a fallu mettre cette sonde à 120 degrés pendant 24 heures, a produit un surcoût du projet de 30%, uniquement pour ne pas polluer Mars. Donc vous avez des caméras, une antenne de communication et je ne sais pas quoi, peu importe. Alors, voilà à quoi ressemblent les sondes Viking. Des caméras un peu à l'ancienne, c'était des barrettes linéaires qui tournaient, qui faisaient des beaux panoramas ici et là. Un sismomètre, ça pour la petite histoire, ça n'a pas du tout marché, puisqu'on a mesuré le vent. C'est-à-dire que l'engin vibrait dès qu'il y avait du vent, et donc on ne mesurait pas du tout les séismes. Et d'ailleurs, nous avons un projet, et le Sismo est français, en 2016, de poser le premier sismomètre qui devrait nous donner l'activité sismique de Mars. Je vais vous parler de Viking pour les expériences de biologie. Vous avez un GCMS, qui veut dire gaz chromatographie mass spectromètre, donc on a la spectrométrie de masse, et nous avons aussi des expériences de biologie ici, que l'on voit là. C'est des sondes qui étaient alimentées par des RTG, c'est-à-dire déjà l'énergie nucléaire, donc elles ont eu des durées de vie extrêmement longues. L'une a duré plus de 6 ans, il a fallu l'arrêter parce qu'on ne savait plus très bien quoi faire. On prenait des images en espérant voir un papillon, évidemment on n'a jamais vu de papillon, mais on prenait des images tous les jours et il ne se passait plus rien. La sonde est sur des pieds, elle n'est pas mobile, donc à un moment ça ne sert plus à rien de continuer. Donc il a fallu l'arrêter. Voilà typiquement les sites Viking, c'était les premiers sites à l'époque, des cailloux posés sur le sol, ces cailloux résultant très probablement d'impacts puissants voisins qui ont envoyé des débris qui se sont posés sur le sol. Et ça, c'était toujours un problème de se dire, on va analyser les cailloux, mais finalement, on ne sait pas très bien d'où ils viennent, quelle est leur histoire. Et donc, ces cailloux posés sur le sol n'étaient pas vraiment ce qu'il y a de plus intéressant pour étudier Mars. Voilà l'autre site Viking, Viking Lander 2, avec des codes de couleurs pour retrouver les vraies couleurs sur Mars, l'antenne de communication. Et tout de suite, j'en viens à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on a fait? À part éjecter quelques capots, ça c'est de la pollution, mais c'est une pollution qui ne nous gêne pas, puisque 1 milliard d'années plus tard, ça n'a pas bougé. Par contre, comme je vous l'ai dit, la pollution biologique, on a tout fait pour être très propre. On est plus propre qu'en chirurgie, et c'est quelque chose d'extrêmement contraignant. Alors, on a gratté un peu le sol, ici, avec une pelle. Il y avait un bras, et on a prélevé des échantillons. On a fait des expériences directes de détection de la vie
que je vais vous commenter rapidement. Et là, on est vraiment, on a fait au plus simple, c'est-à-dire qu'on a les échantillons arrivent ici, on a du CO2 marqué au carbone 14 pour savoir si ce CO2 va être absorbé par l'échantillon. Et ici, on va étudier la photosynthèse plus d'autres mécanismes essentiellement, voir si le CO2 est absorbé par l'échantillon en présence de rayonnement ultraviolet. Ici, on va essentiellement voir si les petites bestioles martiennes, les bactéries, les microbes, tout ce qu'on veut, absorbent les échantillons, donc elles se nourrissent de ce qu'on va leur donner, de la soupe nutritive qui elle aussi est marquée, ça veut dire marquée par du carbone 14. Et troisième expérience, on va voir si ces petites bactéries sont aérobiques ou s'il y a des échanges gazeux entre l'atmosphère essentiellement du CO2 et l'échantillon lui-même, et si on va avoir absorption du CO2, émission d'oxygène ici. Voilà. Ces 3 expériences ont été négatives. Le résultat, c'est que Mars est 3 fois stérile en surface, je précise bien en surface, pas d'eau liquide en surface, pas de couche d'ozone, donc des rayonnements ultraviolets qui stérilisent tout ce qui se trouve en surface, et un sol, et ça c'est un résultat de Viking, un sol très oxydant, c'est-à-dire que la chimie du sol est oxydante, et une petite bactérie dans ce sol oxydant n'aime pas beaucoup et meurt rapidement, et les molécules organiques qui pourraient exister dans le sol se trouveraient oxydées. Et il y a une impasse dans la chimie du carbone, c'est quand on fabrique du CO2. Le CO2 est une molécule extrêmement stable, et vous arrivez dans l'impasse et vous n'en sortez plus, et donc la chimie il n'y a plus du tout de chimie du carbone. C'est un petit peu le problème sur Mars, on a énormément de CO2 et on cherche les molécules organiques. Donc suite à Viking 76, il y a eu un retrait, si je puis dire, un désintérêt de Mars pendant 20 ans, et parce que voilà, il y a eu une déception, et donc les scientifiques ont présenté quelque chose d'ambitieux, ça a été un échec, et la NASA a accepté de retourner sur Mars, mais cette fois beaucoup plus progressivement. Donc on a 3 slogans, 3 étapes. Follow the water. Je crois que cette étape est franchie. Maintenant, l'histoire de l'eau sur Mars est connue. On passe à l'étape 2. C'est l'étape d'aujourd'hui. Follow the carbon. Je vais en parler tout à l'heure avec Curiosity. Et ensuite, on fera l'étape 3, qui est Follow the life. Et on essaiera de déterminer si la vie existait sur Mars il y a 3,5, 3,8 milliards d'années, ou si même elle existe aujourd'hui en profondeur. C'est une question qui est encore ouverte, mais beaucoup plus complexe. Alors Pathfinder, c'était une petite mission en 1996, c'était l'époque du better, faster, cheaper, on fait du mieux, on fait du plus vite et du moins cher. Bon, évidemment, on prend plus de risques. En fait, le Jet Propulsion Laboratory, qui était le grand laboratoire américain d'exploration planétaire en Californie, nous a expliqué un jour que Pathfinder, non, ce n'était pas un succès, c'était un miracle. Parce qu'il y avait énormément de risques. La technique d'atterrissage était sous forme d'airbag. Si j'ai un peu de temps, je vous présenterai des films, mais j'ai peur de ne pas avoir assez de temps, puisqu'il faut respecter les horaires, donc je vais les respecter. Donc, essentiellement, une mission technologique pour apprendre à se poser sur Mars, puisque c'est très compliqué de se poser sur Mars. L'atmosphère est très ténue. Quand vous avez ce bouclier thermique qui s'ouvre, enfin qui ne s'ouvre pas, mais qui vous freine, ensuite vous ouvrez un parachute. Quand le parachute est ouvert, vous êtes à 5 km d'altitude. Le sol est tout de suite là, et vous êtes loin d'avoir perdu toute votre vitesse, et là, il faut d'autres techniques. Ici, ce sont des airbags. Donc, une caméra, des petites sockets, comme on dit, pour mesurer le vent, et un engin mobile, Sojourner, grand comme ça. Sojourner, c'est une voiture téléguidée d'enfants un peu sophistiquée, 12 kg, avec essentiellement un instrument scientifique important, c'est lui. Et c'est un APXS, Alpha Proton X-ray Spectrometer, qui est un engin de fabrication allemande et par la suite canadienne. Et comme cette mission était technologique, la NASA ne voulait pas financer la science, donc c'est les Canadiens et les Allemands qui ont financé l'instrument. Et l'essentiel de la science vient de cet instrument ici, des panneaux solaires, donc une énergie solaire qui nous limite sur Mars. On n'a pas beaucoup d'énergie solaire, et en plus on a la poussière qui se dépose sur les panneaux solaires, et donc on a le risque. La durée de vie officielle de cet engin était de 7 jours, et la station mère était de 1 mois. Le résultat, c'est que l'ensemble a duré 3 mois. Ça a été une très bonne nouvelle. Sojourner a bien fonctionné. Voilà un petit peu tout le périple de Sojourner depuis qu'il a descendu sa rampe. Le sol, c'est les jours martiens. Et on arrive ici à lire un sol 40, 60, et on arrive à un sol d'à peu près 90. Et là, tout s'est arrêté brutalement parce que la station mère est tombée en panne.
Donc ce journeur allait très bien, et vous allez revoir qu'il y a un mystère. Donc voilà typiquement ce que ce journeur a fait. Il a plaqué son système APXS, je vais un peu le décrire tout à l'heure. Il le laisse environ une quinzaine d'heures pour intégrer les données, un bon rapport signal-bruit, et ensuite on a un beau spectre. Il l'a fait sur la roche Yogi, c'est elle. Toutes les roches, on leur donne des noms, c'est plus facile pour s'y retrouver. Hein. Ce n'est pas officiel, mais évidemment, c'est évidemment le seul nom. Les noms officiels passent par l'Union astronomique internationale, mais ça c'est pour nommer des étoiles ou des planètes. Mais après, c'est l'équipe qui donne des noms aux rochers pour simplement se comprendre. Alors là, vous avez un diagramme un peu compliqué qui vous donne la concentration de l'élément du silicium transformé en SiO2. Ça, c'est pour passer de la mesure élémentaire. La PXC, c'est d'une mesure élémentaire, c'est-à-dire qu'on mesure les quantités d'atomes, mais par un peu de modèle, on remonte donc à la fraction de SiO2 en fonction de l'équivalent pour le sodium et le potassium. Et en fait, tout ça, c'est un diagramme pour des roches volcaniques. En fait, sur Mars, il y a essentiellement des basaltes et de l'andésite. Et en rouge, on a mis les météorites martiennes. Vous savez que nous avons une centaine de météorites martiennes. Elles sont certainement martiennes, il n'y a pas de débat là-dessus. D'ailleurs, elles tombent ici, dans ce qu'on appelle des basaltes, et pour certaines. Alors, Yogi est ici, mais en fait, il n'y avait pas de système pour enlever la poussière. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de poussière. Donc, Yogi moins la poussière tombe ici. Donc, ça, c'est une interprétation un peu audacieuse. Donc, on tombe sur l'andésite. Et Barnacle Bill, qui était une autre roche, est un autre basalte un peu intermédiaire entre le basalte et l'andésite. Ça, c'est typiquement les mesures qui ont été obtenues, et c'était les premières mesures de ce type. Alors, voilà un petit peu l'historique. C'est un montage assez amusant. Donc, sur un beau panorama, on a remis à chaque fois la position de ce journeur. Donc, ça, c'est au début de la mission, Yogi. Et on fait le tour. Là, vous avez les beaux Twin Peaks. C'est en fait un grand cratère un peu au loin. Toutes ces roches ont été nommées. Vous voyez qu'il a grimpé sur des cailloux. Il a failli y rester, si je puis dire, se coincer. Et vous avez un mystère. Le mystère est là. Ce journeur, last known position. Donc, on pensait que ce journeur était là. Et on a fait en 2005-2006, on a fait des images à très haute résolution. Et au stupeur, ce journeur est ici, avec un point d'interrogation. Donc, est-ce que ce journeur s'est promené tout seul? C'est possible. Ou est-ce que tout simplement les scientifiques se sont trompés? Ils pensaient qu'il était là, en fait, il s'est promené. Voilà, il y a quelques mystères sur Mars. Bon, je ne pense pas que ce soit les Martiens qui l'ont déplacé. Alors, les Mars Exploration Rover, j'aurais dû mettre un S à Rover, ils sont deux. Spirit et Opportunity, c'est les grands frères de ce journeur. Là, on est dans la gamme 170 kg. Ils sont assez maigres. Hein. Je dirais la boîte est quand même assez légère. Ce n'est pas très gros, cet engin. Et vous avez déjà une caméra infrarouge. Alors, ce n'est pas de l'imagerie hyperspectrale. C'est une caméra infrarouge avec des filtres. Ce n'est pas très bon, ce n'est pas très intéressant. Ça n'a pas donné de résultats très fascinants. En haut, vous avez deux couples de caméras stéréoscopiques. Ça, c'est pour la navigation. Donc, on a besoin d'avoir la vision stéréo pour se promener. Vous avez une antenne de communication directe avec la Terre, mais on l'utilise à peu près jamais. Une autre antenne, en cas de problème, on l'utilise peu. En fait, l'antenne qu'on utilise tout le temps, vous ne la voyez même pas. C'est un petit peu l'antenne d'un téléphone portable, puisqu'on communique à travers des orbiteurs relais. Et je vais vous décrire les instruments principaux qui sont ici, avec petite motion ici. Ça, c'est une expérience. Ce sont des aimants. Et j'en parlerai tout à l'heure. Alors, on se pose dans un bol. Et un bol sur Mars, ça s'appelle un cratère. Donc voilà, Opportunity s'est posé en janvier 2004 dans un bol. Et là, la très bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas des cailloux posés sur le sol, on a des roches affleurantes. C'est-à-dire que ces roches, on est sûr qu'elles sont là depuis toujours. Et donc, analyser ces roches, c'est évidemment la priorité majeure de l'engin. Simplement, il fallait faire 4 mètres, il fallait des roues. Viking n'aurait pas pu le faire. Donc là, avec Spirit, en l'occurrence c'est Opportunity, on a fait l'analyse. Alors, je vous décris rapidement les instruments au bout du bras maintenant. Donc, héritage de Pathfinder, on a des problèmes de poussière, donc on va utiliser les brosses. Donc ça, c'est une brosse pour nettoyer, voire une ponceuse. Donc on a les deux systèmes. Il s'agit d'enlever les poussières parce que sinon, on n'analyse que les poussières. Et donc, ce n'est pas très intéressant. Donc on a cet engin qui simplement nettoie les roches. L'APXS en question que l'on retrouve ici et qui fonctionne simplement par une source radioactive en flux. Donc il s'agit de curium, CM, c'est le curium. Je viens de vérifier hier, parce que j'avais totalement oublié ce que voulait dire CM. Donc une source radioactive qui se situe en jaune ici
et qui émet des rayons X. Ces rayons X vont être envoyés sur la matière, donc on plaque l'engin pendant une dizaine d'heures, ça c'est le sol de Mars, et ensuite on a un détecteur de rayons X ici, et on a des très beaux spectres, donc élémentaires. Voilà typiquement un spectre élémentaire sur Mars. En rouge, c'est un spectre de basalte, donc de roches volcaniques très communes maintenant, mais il se trouve que le spectre que je vous montre là, c'était l'objet d'une conférence de presse, la plus grande quantité de soufre jamais mesurée sur Mars, et donc ce soufre montre qu'on a affaire à une roche qui est un sel, et donc qui a connu l'eau liquide. Et donc, on n'est plus dans du basalte complètement anhydre qui sort de son volcan et qui n'a jamais connu l'eau. Le fait qu'on ait trouvé du soufre, donc on a des sulfates sur Mars, il y a aussi un peu de chlore, ça aussi, ça résulte de sulfate et de sel. Et depuis, en fait, l'orbite, on avait trouvé ces sulfates. C'est l'expérience dont je vous parlais du professeur Bibring, qui a trouvé non seulement les argiles, mais également les sulfates. Alors, un mot sur ce soufre et l'intérêt de RAT, ça veut dire Rock Abrasion Tool, donc l'outil abrasif pour poncer les roches. La roche McKittrick, avant d'avoir poncé, on a 25% de soufre sous la forme de SO3, et après avoir poncé, on monte à 42%. La preuve est faite, le soufre fait partie de la roche, et par contre, il est absolument nécessaire de poncer. Le chlore, lui, varie pas beaucoup, et on a une autre roche beaucoup plus abondante qui atteint 48% de soufre. Donc on a des roches très très riches en sel, et des zones donc avec des sulfates très intéressantes. Alors en fait, les sulfates sont moins intéressants que les argiles parce qu'ils se sont formés à une période postérieure aux argiles, à une période où Mars commençait à s'assécher, devenait acide, et donc l'eau liquide arrivait par période relativement courte, suivie par des périodes arides extrêmement longues. Les argiles sont antérieures et on pense que les argiles sont beaucoup plus intéressantes vis-à-vis de l'eau liquide sur la longue durée, en pH neutre, voire un peu basique, et donc très favorable à l'émergence éventuellement du vivant, alors que la période acide était moins bonne. Autre instrument à bord au bout du bras, un spectromètre dit Mossbauer. Alors ça, c'est une technologie assez courante au laboratoire. D'ailleurs, moi-même, je venais d'un laboratoire qui utilisait la spectro-Mossbauer. Alors, le principe, c'est une source radioactive qui va vous émettre des rayons gamma, je crois. Là, vous l'avez en transmission. Le détecteur, l'échantillon est là, le détecteur est derrière, mais on peut fonctionner en réflexion aussi. La particularité, c'est qu'on va exciter l'atome de fer. Et pourquoi on a pris un spectro-Mossbauer? Parce que justement, on ne fait pas que le fer avec la spectro-Mossbauer, mais sur Mars est une planète rouillée qui est extrêmement abondante en fer oxydé 3+, et donc on s'intéresse à l'état d'oxydation du fer. Et alors, en fait, la source est sur un dispositif oscillant, et par effet Doppler, la fréquence des photons gamma va légèrement varier autour d'une fréquence centrale qui est celle du fer, et cette petite variation va nous permettre d'étudier les états d'ionisation, d'excitation du fer. Alors, un exemple, ça a été pendant une descente dans un cratère. Ça, c'est une image en fausse couleur. J'attire votre attention que dès que vous voyez du bleu sur Mars, ce sont des fausses couleurs. Cette couleur orange est fausse. Ça, c'est là où le RAT a fait ses ponçages et où la PXS a fonctionné. Ce qui nous intéresse, c'est les petites billes qu'il y a en bas de cette pente. Alors, il n'a pas de système pour ramasser les billes. Mais il a trouvé une zone intéressante que je vais vous zoomer ici. Sur la même roche qui est un sulfate, il a trouvé une zone dépourvue de billes et une zone très riche en billes. Et donc, il a fait deux spectres. Donc, le spectre de référence qui est la roche, et le spectre jaune. Donc, ça, c'est un spectre Mossbauer, où il y a une vitesse en millimètres par seconde. Donc, on fait osciller la source. Et vous avez l'intensité ici du signal qui résulte essentiellement du fer. Et vous avez, là où il y a des billes, les pics bleus qui... Alors, je ne connais pas particulièrement cette technologie, mais c'est ce qu'on appelle le sextet de l'hématite. Et l'hématite est un oxyde de fer. Et donc, on a pu déterminer que ces petites billes, et il se trouve qu'on a envoyé Opportunity parce qu'on avait détecté l'hématite. Et en fait, l'hématite est contenue dans ces billes qui sont formées, qui sont des concrétions très solides à l'intérieur des sulfates. Les sulfates sont beaucoup plus fragiles. Avec le temps et l'érosion par le vent, les petites billes s'accumulent sur le sol, d'où le fait qu'on en voit en abondance au bas des pentes.
Donc on a déterminé l'hématite, et l'hématite se forme en présence d'eau. Donc la boucle est bouclée, on a confirmé que l'eau liquide était présente sur le site. Ça, c'est une loupe, c'est-à-dire une caméra à très très haute grossissement. Donc les tout petits points, c'est la poussière, qui est universelle. Il se trouve qu'on a touché avec le système, a touché le sol, donc vous avez l'alternance des deux images, et vous avez des gros grains de sable. Voilà, ça c'est plutôt du sable, et la poussière universelle qui s'envole dans l'atmosphère dès que le vent se lève est visible ici. Une autre façon de voir la poussière, c'est Spirit cette fois. Au début de son périple sur Mars, au tout début, le 9e jour, vous avez ici la technique de navigation. Il n'y a pas de boussole sur Mars, mais pour naviguer, il nous faut faire à l'ancienne. On utilise le Soleil pour repérer le nord géographique. Donc on a un gnomon, c'est-à-dire un cadran solaire à style vertical. Autour, c'est des palettes de couleurs pour calibrer les images. Et ça, j'en parlerai tout à l'heure. Donc là, on a des belles couleurs. Et un an plus tard, tout devient couleur de Mars, tout sauf ce petit point blanc. Et ça, c'est en fait ces fameux aimants. C'est un aimant qui a été rotatif, qui est ici, et simplement pour savoir si la poussière était sensible au champ magnétique. Ben, la réponse est oui, elle est totalement attirée par l'aimant, et aucune poussière ne s'est posée au centre. Donc on a un résultat scientifique qui n'a pas coûté bien cher. Je crois que la mesure, c'était 50 grammes, et on a pu déterminer que toutes les poussières sont magnétisées. Ça, c'était le résultat des géologues martiens, puisque les Spirit Opportunity étaient des géologues, n'avaient aucune capacité de mesurer la vie ni les molécules organiques. Alors, il y a une mission qui s'est posée en 2008, tout près du pôle Nord, au bout de la flèche jaune. Ça, c'est le pôle Nord, donc les calottes polaires. Ça, c'est Olympus Mons. Ça, c'est à peu près la taille de la France, pour vous donner une idée. C'est un volcan qui fait la taille de la France, le plus grand volcan de l'univers connu. Voilà, on se pose avec des rétrofusées, donc si j'ai un peu de temps, je vous montrerai comment on se pose, mais je vais un peu vite. Et il y avait un bras manipulateur, ça c'est une image de synthèse, des panneaux solaires déployables, une technologie que nous n'avons pas en Europe, mais que les Américains ont développée, donc ces panneaux solaires souples. Et on est au pôle, donc il faut des panneaux solaires à plat, et on arrivait, ça c'est la balistique qui imposait ça, au début de l'automne, donc finalement la fin était comptée. C'est-à-dire, on savait que l'hiver arrivait, et si l'hiver arrive, le soleil baisse, et s'il n'y a plus de photons, tout s'arrête, et la mission se termine faute de photons et de température. Vous avez une image, une caméra ici, un système de communication, un mât météo, et des expériences que je vais vous décrire pour essayer de mesurer le matériau sur Mars. Donc voilà typiquement un paysage près du pôle Nord, ces panneaux solaires en question, le mât météo ici. Et vous avez, ça se voit pas très bien ici, mais ça c'est probablement le bouclier thermique qui s'est posé un peu au-delà. Sur cette image, on le voit un peu mieux. En fait, vous avez des formes hexagonales dans le sol qui vient du fait que le sol est riche en glace et qu'en fonction de ce qu'on appelle le permafrost ou pergélisol en français, on l'a en Sibérie, mais ça existe sur Mars. Et en fonction du cycle thermique près des pôles, vous avez des phénomènes de contraction. Soit c'est la glace qui fond, soit c'est simplement le CO2 par des écarts de température d'une centaine de degrés qui créent des phénomènes de contraction et qui donnent des formes hexagonales que l'on voit sur le sol ici en vue rasante. Je vous en montrerai mieux tout à l'heure. Alors, les deux expériences dont je voudrais vous parler, c'est TEGA et MECA. L'une, c'est pour identifier les sources d'énergie pour la vie. On cherche à savoir si Mars est habitable. Habitable, ça veut dire qu'il nous faut une source d'énergie, il faut un environnement favorable et savoir s'il y a potentiellement de l'eau, sachant qu'on est près des pôles, c'est-à-dire qu'on est beaucoup trop froid. Donc, bien évidemment, Mars n'est pas habité, il n'a probablement jamais été habité si près des pôles, mais en supposant que Mars se réchaufferait, est-ce qu'à ce moment-là, Mars pourrait être habité? C'est un peu ça la question auquel on essaye de répondre. Et donc, l'instrument TEGA, qui est que je vais vous décrire tout à l'heure, qui est un système de calorimétrie différentielle, mesure des éléments chimiques intéressants. Et une autre expérience, c'est la première fois qu'on fait ce type d'expérience, c'est la wet chemistry, c'est-à-dire pour la première fois, on a fait de la chimie en phase liquide. Et ça n'avait jamais été fait, d'ailleurs je ne pense pas qu'on va le refaire prochainement. C'est compliqué, il faut emmener de liquide, on est limité par la source de liquide, donc je ne parlerai pas de l'AFM, qui est Atomic Force Microscope, un microscope à force atomique en français,
qui vous donne la structure des grains à l'échelle de la dizaine d'angstrom, typiquement. Alors, la pelle a gratté le sol. Ils avaient l'objectif de gratter sur 1 mètre. En fait, ça a été un fiasco, puisqu'ils ne sont pas allés au-delà de ce que je vous montre ici. Il y a une dizaine de centimètres. Mais la grande découverte, c'est ce que vous avez là, les patchs blancs qui se subliment entre cette vue-là et cette vue-là. 4 jours plus tard, on voit que ça commence à sublimer. Ça veut dire que ça ne peut pas être du CO2 solide, la neige carbonique. Le CO2 aurait disparu instantanément ou presque. Donc on a bien affaire à de l'eau, de la glace d'eau dans le sous-sol. Alors il y avait des mesures en orbite qui l'avaient déjà démontré. Donc là, on a peut-être la mesure au sol. La question, c'est on n'a pas de mesure quantitative parce qu'on n'a pas été capable de creuser plus. Ce sol s'est avéré extrêmement dur. Ça, c'est pour vous illustrer la glace d'eau lors de cratères d'impact récents. Donc ces points blancs au milieu des cratères, c'est effectivement de la glace d'eau. Vous voyez ces structures hexagonales, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le sol est un peu comme un pergélisol sibérien. Et au cours du temps, là, la glace se sublime. Et ensuite, les 2 cratères qui étaient très récents ont perdu leur glace rapidement. En fait, la glace n'est pas stable thermodynamiquement, sauf au pôle en hiver. Alors, voilà la pelle en question. On a essayé de prendre des échantillons. Ça, j'appelle ça l'effet apéro. Quand vous prenez des glaçons, vous les mettez dans un bol pour l'apéritif, ils forment un bloc. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la pelle étant un peu chaude, le matériau qui était plein de glace d'eau a été légèrement chauffé par la pelle et a formé donc des blocs. Et donc cette poussière s'est avérée un désastre. Vous allez voir tout à l'heure. Donc voilà le TEGA qui veut dire Thermal Evolved Gas Analyzer. Le principe, c'est qu'on a un four, on le chauffe en rampe continue et on mesure exactement le flux de chaleur émis par l'échantillon dans le four. S'il n'y avait pas d'échantillon, on aurait évidemment une rampe parfaitement régulière. Et en fait, on s'écarte. C'est ce qu'on appelle le DSC, Differential Scanning Calorimeter. Donc, on fait monter la température progressivement et le flux, le heat flow, le flux de chaleur, qui devrait être constant, en fait, ne l'est pas. Donc là, vous avez une transition vitreuse, donc vous avez absorption de chaleur, une cristallisation de matériaux, donc émission de chaleur, et fonte de matériaux, et là aussi absorption de chaleur. Donc c'est ces creux et ces bosses que l'on mesure avec ce système d'analyse différentielle calorimétrique. Alors ça, c'est pour vous montrer que tout ne se passe pas très bien sur Mars. Donc ce matériau ne veut pas rentrer à travers cette grille étant un filtre. On voulait un petit peu de la poussière, et en fait cette poussière ne passe pas du tout. Il a fallu vibrer pendant des jours et des jours. Ça a été un peu calamiteux, tant et si bien qu'il y a des gens qui ont fait des petits dessins rigolos, parce que ça ne se passait pas très très bien. Voilà, Phoenix tente une nouvelle livraison d'échantillons dans TEGA. Voilà, c'était ça le commentaire. Et donc, TEGA a donné quelques résultats, je vais y venir tout à l'heure. Et la chimie humide, Wet Chemistry Laboratory, a donné quelques résultats. Alors tout ça n'est pas très brillant en termes de résultats scientifiques. En gros, on peut résumer la mission Phoenix par la détection de carbonate, mais surtout la détection de perchlorate. Le perchlorate, c'est MgClO4 2 fois, ou CaClO4 2 fois. Alors le perchlorate, c'est pas très loin de l'eau de Javel, donc c'est pas très bon pour les bactéries. Néanmoins, c'est pas de l'eau de Javel quand même, et les chimistes qui au début n'y comprenaient pas grand-chose à l'intérêt du perchlorate, ont finalement conclu qu'il y a des bactéries qui aiment bien le perchlorate. Donc l'honneur est sauf, le perchlorate n'est pas hostile à la vie. Et on a par contre, bonne nouvelle, on a trouvé un pH qui était plutôt basique, et ça, 8,2, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour la notion d'habitabilité sur Mars. Alors, après la fin de la mission, il y a un scientifique qui a repris les données et il a pris les images qui étaient prises sous l'atterrisseur et il a vu qu'il y avait des gouttes de liquide qui sont formées sur le bras et que cette goutte de liquide, au cours du temps, avait évolué. Donc, on pouvait avoir du liquide sur Mars et ces gouttes de liquide provenaient probablement du sol qui s'est, au moment où les rétrofusées ont projeté un peu du matériel partout. Ça s'est mis sur le bras de Phoenix, Phoenix étant plus chaud que le sol, c'est passé en phase liquide et ces gouttes ont un peu évolué. Donc ça a créé une énorme surprise et c'est aujourd'hui la preuve qu'on pourrait avoir de l'eau liquide, enfin une preuve indirecte, même dans des conditions
très froide sur Mars, dans ce qu'on appelle les saumures. C'est un petit peu l'image que je vous ai montrée au tout début. Alors voilà le site de Phénix, Phénix étant ici au moment où l'hiver apparaît. Et si vous regardez l'évolution de Phénix, bon, on n'a pas une très bonne résolution. Ça, c'est au début, on voit bien. Et la glace apparaît. Alors, si on compare au début, on voit bien les deux panneaux solaires, les deux ailes de Phénix en 2008, au moment où la mission a lieu. Et après le réveil, donc l'été suivant, ben là, on ne voit plus grand-chose. Il n'est pas du tout impossible qu'il y ait eu 1 mètre de nage carbonique sur les panneaux et que les panneaux se soient totalement effondrés. Il n'y avait aucun espoir de réveiller Phénix. Néanmoins, on a essayé et il ne s'est pas réveillé. Donc la mission Phénix s'est interrompue, comme prévu, au bout de quelques mois. Alors j'en viens maintenant à Curiosity, donc le grand frère, après le tout petit Sojourner, le géologue pur qui était Spirit Opportunity. Là, on a le grand frère, là, on est à 900 kg, on change de paradigme, j'allais dire, et on a surtout une alimentation à énergie nucléaire. On a un RTG, radioisotopique thermoélectronique générateur. Donc, on est plus limité par l'énergie solaire avec ces panneaux. On n'a pas de problème de poussière. Et vous avez 80 kg d'instruments scientifiques que je vais vous décrire un peu rapidement. Alors, certains, je vais y revenir, donc je vais passer vite. Alors, une expérience russe qui ne donne pas grand-chose, qui est un émetteur de neutrons qui sonde la glace dans le sous-sol. On attend de voir s'il y a des évolutions du signal. Alors, un capteur météo qui est espagnol, assez intéressant, mais je n'aurai pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas beaucoup en parler. Des mesures de radiation, ça, c'est pour préparer l'homme sur Mars. Alors, c'est intéressant, mais ce n'est pas de la science fondamentale. C'est juste pour vérifier que l'homme ne va pas mourir instantanément sur Mars, ou avec le temps, 20 ans après, par des cancers. Et je vous parlerai essentiellement de SAM et Kemin. Kemin, donc, de la diffraction, de la cristallographie, diffraction X. SAM, je détaillerai. Un instrument franco-américain donc, de mesure LIPS par laser, ici. Et alors, on a un APXS à nouveau, c'est la 3e version de l'APXS qui est sur le bras, un système de forage d'échantillons, une caméra de descente, voilà, donc une dizaine d'expériences, mais je ne vais pas pouvoir tout décrire. Alors, on s'est posé ici, on est à la frontière, ce qu'on appelle la dichotomie entre les hauts plateaux très cratérisés et les plaines du nord, pratiquement pas, ça c'est un volcan, hein, c'est un peu particulier, pratiquement pas cratérisé, on est à la frontière, on est dans ce cratère bizarre qui a une énorme montagne au centre, plus grande que le Mont Blanc, puisqu'elle fait 5500 mètres de haut. On ne va peut-être pas grimper en haut, mais on va grimper dessus, et on a atterri à peu près ici, et on est en train d'arriver, voilà le Mont Sharp, 5500 mètres. Évidemment, on n'a pas mis le Mont Blanc, parce que c'est les Américains qui ont fait l'image, mais on a quand même l'Everest pour le mont le plus haut de la Terre. Voilà, donc c'est quand même une montagne de taille impressionnante. Et on se pose bien évidemment là où c'est le plus bas en altitude, moins 4500 mètres, parce qu'il nous faut de l'atmosphère pour se poser. On ne sait pas se poser en haut des montagnes, et aujourd'hui c'est totalement impossible. On s'est posé par là, et on va passer du côté de cette petite vallée, et on ne va peut-être pas monter en haut, mais d'ici fin de l'année, début de l'année prochaine, on sera ici. D'ici 3-4 ans, on sera peut-être de l'autre côté. Malheureusement, on n'avance pas très vite. Ça, c'est la Dream Team qui pilote au Jet Propulsion Laboratory cette sonde. Alors, en fait, il y a eu 2000 personnes qui ont travaillé dessus. Alors, si j'ai un peu de temps, je vous montrerai ce film, si on me donne du temps après, mais je voudrais aller quand même à l'essentiel. Voilà, ça, c'est la première image qui vous prouve que vous êtes sur Mars, que votre caméra a fonctionné, que le calculateur a fonctionné, que le transpondeur a fonctionné. Finalement, beaucoup de choses ont déjà fonctionné. Donc, quand cette image a été vue, voilà la réaction des gens qui l'ont vue. Ils ont sauté de joie. C'est la 6e fois qu'on se posait sur Mars et on pose un engin de 2,5 milliards de dollars. Donc il valait mieux que ça soit un succès. Ça, c'est l'équipe française. Donc ça, c'est Sylvestre Maurice et son équipe qui est le co-responsable de ChemCam, dont je vais vous parler tout à l'heure. Violaine Sauter, qui est une spécialiste des météorites martiennes, et vous avez d'autres personnes de l'IRAP à Toulouse. Alors Barack Obama a fait féliciter tout le monde depuis son avion. Hein, on est dans un avion là. On est dans Air Force One. Alors, voilà comment ça se passe. Le Mont Sharp vu d'en bas. Et bien, vu d'en bas, ben voilà, c'est une montagne. Et malheureusement, il y a une dune de sable qui nous plaît pas beaucoup. On a peur de s'enliser. Donc, on va pas monter direct, ce qui est dommage parce qu'on perd un temps fou actuellement. On contourne la dune et ça va prendre 2 ans. Rien que pour contourner la dune. Donc, c'est vous dire que il faut être patient sur Mars. Alors, voilà typiquement un paysage martien.
C'est plat, mais bon, il ne faut pas passer n'importe où. Il y a quand même des zones un peu chahutées. Il y a des collines rocheuses. Vous avez au fond les bords du cratère. Et donc, il faut faire quand même de la navigation. Le bord du cratère est là-bas. Il est quand même à 75-80 km. Donc, il n'est pas question de sortir de ce cratère qui fait 150 km de diamètre. Mais déjà, pouvoir se promener dans le cratère, c'est déjà une bonne chose. Alors voilà une vue du mont Sharp sur la partie est. Les dunes sont ici et on va contourner par la droite pour grimper par là. Et la zone intéressante, ça vous donne un peu les distances à vol d'oiseau. Et si on y allait tout droit, il faudrait faire 10 km, 16 km à l'horizon. Et malheureusement, on ne va même pas y aller tout droit. Notez bien que vous avez des petits cailloux là, pointent vers le haut. Et ça, c'est important pour la suite. Parce qu'il n'y a pas de vent. Le vent, enfin si, il y a du vent, mais la pression est tellement faible que le vent peut soulever à 100 km/h. Ce caillou-là, il a la pointe vers le haut, il restera pointe vers le haut pendant 3 milliards d'années. Parce que les effets mécaniques du vent sont absolument négligeables. Alors ça, vous avez à une dizaine de kilomètres, là où il veut aller, un caillou qui a la taille de MSL. C'est-à-dire que ça, c'est MSL là où il sera dans 3 ans, 2 ans, 3 ans. Depuis l'atterrissage. Donc on est quand même, il y a beaucoup de chemin à faire. Et ces collines font quand même une centaine de mètres de haut. Et c'est là qu'il y a les blocs d'argile que l'on voudrait, les strates d'argile que l'on voudrait analyser et qui nous intéressent le plus. Puisque le matériau le plus intéressant, tous les sites d'atterrissage où on se pose sur Mars maintenant, sont des sites argileux. C'est ça qui nous intéresse le plus. Alors en haut du mât, une image un peu pathétique parce que le capot n'avait pas été enlevé. Vous avez d'une part des caméras qui vous donnent ces superbes images que je viens de vous montrer ici, les caméras de navigation redondées avec des capots, c'est pour ça que c'est blanc, pour la poussière. Donc c'est avec ces caméras-là qu'on fait la navigation. Et notre laser ChemCam, le laser est couché, il y a un miroir à 45 degrés, un télescope, et c'est ce laser qui tire sur les roches jusqu'à 7 mètres de distance. Et ça, c'est une grande première puisque ça n'avait jamais été fait. Voilà la première roche sur laquelle on a tiré. Et quand on tire au laser, voilà typiquement un spectre de LIPS, Laser Induced Breakdown Spectroscopy, donc spectroscopie induite par laser. Entre l'ultraviolet et le proche infrarouge, vous avez la forêt de pics des atomes constituant la roche. Donc c'est de l'analyse élémentaire, ce n'est pas de la minéralogie, je ne peux pas vous dire c'est un basalte, c'est un sulfate, etc. Mais avec des modèles, on arrive à remonter néanmoins à la minéralogie. Alors, un point important, c'est ce qui est écrit ici, hydrogène first shot, c'est-à-dire qu'au premier tir laser, on a un beau pic d'hydrogène, et l'hydrogène, on l'attribue à l'eau, bien sûr. Au deuxième tir laser, il n'y a plus d'hydrogène. En fait, l'hydrogène est sur la poussière, et ça, c'est un résultat de ChemCam assez important. La poussière est hydratée, c'est une grosse surprise, on ne s'y attendait pas du tout. Alors, néanmoins, le carbone se situe par ici, mais on a le CO2 atmosphérique. Donc, en fait, on ne peut pratiquement pas mesurer le carbone avec la technologie LIPS. On ne peut pas tout faire. Néanmoins, on peut faire beaucoup de choses. Et voilà tout ce qu'on peut faire. Donc, typiquement, la partie gauche de la classification de Mendeleïev, ce qui s'ionise le plus, les gaz rares sont inatteignables, ça ne s'ionise pas. Et le carbone, tout ça, l'azote, oxygène, ce n'est pas très bon. C'est un peu difficile à faire. Néanmoins, voilà, on peut faire très facilement tout ce qui est jaune et bleu foncé et un petit peu le bleu ciel. Quand même énormément d'atomes, c'est quand même très performant, mais c'est d'analyse élémentaire. Alors voilà l'effet d'un tir laser sur Mars, ben, ça fait un petit trou. Le laser fait un demi-millimètre de diamètre, 500 microns, il fait un trou qui fait entre 3 et 5 mm suivant la nature de la roche. Donc on fait une analyse très ponctuelle, pas très destructrice quand même, mais on fait quand même un petit trou et tant et si bien qu'on fait des lignes parce qu'on veut savoir si simplement la mesure est homogène, si la roche est homogène. Et alors évidemment, on a tout de suite, nous, CNES, on a dit il faudrait que vous fassiez un C, un N, un E et un S. La NASA a demandé NASA, le JPL a demandé JPL. Pour l'instant, rien n'a été fait, mais peut-être un jour, si le rover, par exemple, s'il ne peut plus faire de science, il pourrait quand même nous faire un peu de pub. Alors, ça, c'est quand on tire dans la poussière. Voilà, vous avez un effet du laser dans la poussière, ça fait un trou. Et là, vous avez un effet curieux, multi-tir. Vous voyez que le spot n'est pas stable. Et en fait, c'est simplement que le gradient thermique, je l'ai dit, il fait environ moins 90 la nuit, 0 degré le jour. On a quand même un gradient de 90 degrés. Et les effets du gradient sur un engin qui est à 2,50 m de haut, c'est que le rover grandit un petit peu.
quand la température augmente. Voilà, ça explique pourquoi le spot a tendance à bouger ici. Alors évidemment, quand on passe des nuits à opérer sur Mars, on a parfois des visions, et les opérateurs se sont fait des blagues. Ils ont vu une petite souris sur Mars, mais ça, c'est pas réel. La roche est réelle, mais la petite souris a été rajoutée par la suite. Alors, ça, c'est la météo sur Mars. Il fait toujours beau, sauf que le vent se lève, et quand le vent se lève, eh bien, la visibilité disparaît, parce que la poussière, tout simplement, rentre dans l'atmosphère, enfin, s'élève dans l'atmosphère. Donc au début, on avait une bonne visibilité, et vers le sol 100, on ne voit plus les remparts du cratère à 70 km. Et donc, il ne pleut pas sur Mars, mais le mauvais temps, c'est comme dans le sud de la France, c'est souvent le vent. À Toulon, le mauvais temps, c'est souvent le vent. Alors là, vous avez probablement l'expérience la plus complexe de l'histoire du spatial planétaire. SAM, Sample Analysis on Mars, ça ne veut pas dire grand-chose, mais constitué finalement de 3 sous-instruments, QMS, Quadrupole Mass Spectrometer, donc on a un spectromètre de masse tout simplement, on met de la poudre dans ces fenêtres, dans ces fenêtres d'entrée, on a 80 fours à usage individuel, et on va, ce qui est grand comme un dé à coudre, tout petit four, et on va les chauffer, et les gaz vont être, donc c'est de la pyrolyse, tout ce qui est volatilisable va se volatiliser, donc passer en phase gazeuse, et ensuite on analyse ça en spectrométrie de masse, quadrupole, soit en chromatographie en phase gazeuse, et vous avez les 6 colonnes françaises, d'ailleurs c'est notre contribution, c'est le LISA et le LATMOS en région parisienne qui ont fabriqué ça, donc pour faire l'analyse par chromatographie en phase gazeuse. Alors on a aussi un tunable laser spectrometer, ça c'est pour analyser par spectrométrie infrarouge, par diode laser, accordable, donc on arrive à faire varier un tout petit peu la fréquence du laser. Chaque diode laser mesure une molécule typiquement, et donc, mais avec une précision extrêmement importante. Et donc, alors voilà, je ne vais pas vous décrire ça. Ça, c'est le bloc diagramme de l'engin. C'est effroyablement complexe, il y a 80 vannes, c'est une vraie usine à gaz, donc ça c'est la version simplifiée. Bon, mais je ne vais pas y revenir, donc un spectromètre de masse. Ça, c'est un TOF, c'est-à-dire time of flight, un autre spectromètre de masse par temps de vol. Les petits fours sont ici et les colonnes de chromato sont là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut analyser l'atmosphère avec une précision exceptionnelle. L'échelle est logarithmique, hein, donc 96% de CO2. Et il faut réécrire les livres de sciences. On avait toujours dit que l'azote moléculaire était le deuxième atome, la deuxième molécule la plus abondante. Ben non, c'est l'argon. L'argon a doublé l'azote. L'argon est passé à 2% et le diazote est passé à 1,9%. Très très peu d'oxygène, 0,14% et 3 fois rien de CO. Alors on peut faire aussi des rapports isotopiques, et ça, ça a été fait et très bien fait. Vous avez la barre d'erreur qui est pratiquement nulle ici, sur l'argon. Argon 36 sur argon 38, qui est un gaz rare, donc très peu sensible, qui ne réagit avec rien. Donc le Soleil a une valeur d'environ, l'unité est arbitraire, disons 5,5. Jupiter, qui n'a probablement pas modifié ce rapport, a une valeur à peu près identique de 5,5. La Terre est un peu plus bas, donc il y a eu un peu de perte d'argon léger par rapport à l'argon lourd, par échappement atmosphérique. Et Viking avait mesuré, voilà, en 1976, les barres d'erreur de Viking étaient monstrueusement grandes, on ne pouvait rien conclure, et les météorites SNC étaient pratiquement incompatibles de Viking. Eh bien non. En fait, la valeur vraie, elle est pile poil. Viking avait fortement surestimé, les mesures ici étaient sous-estimées, et la valeur de SAM était pratiquement à l'intersection. Bon, depuis, ils ont un peu corrigé, l'intersection est bien compatible. Et donc, on a une forte déperdition d'argon 36. Ça veut dire que Mars a perdu énormément de son atmosphère, on le savait, mais là, on a une valeur quantitative de cette perte par échappement du fait qu'il n'y a plus de magnétosphère qui protège Mars du vent solaire. Alors après, on va utiliser quelque chose de beaucoup plus lourd. Là où ChemCam a tiré 130 000 fois, c'est énorme. Là, pour faire un prélèvement d'échantillons, ça peut prendre 6 semaines. Donc on va utiliser ce système de foreuse qui est ici, qui est au bout du bras. Voilà le système. C'est un peu comme une perceuse de chez vous, hein, voilà le forêt. Simplement, on va uniquement aspirer les poussières. Et c'est les poussières qu'on va rentrer dans l'échantillon. Au bout de 6 semaines, on a fait un test là et on a fait un vrai trou ici. La roche est grise, ça c'est une bonne nouvelle. Donc la roche n'est pas oxydée et ça c'est bon pour l'habitabilité. Et voilà le trou vu sous toutes les coutures.
Et Chemcam a tiré, voilà, il a tiré ici. Bon, il a cherché à tirer dans les veines de sulfate blanches. Je crois que ce point n'est pas très loin de la veine, mais enfin, ce n'est pas évident, on n'a pas une précision suffisante. Et voilà ce qu'on trouve quand on analyse les gaz par chauffage, donc des fours jusqu'à 800 degrés. Donc au début, on libère la vapeur d'eau, ça c'est classique. Et là, on a un deuxième pic vers 700 degrés. Ça, c'est les argiles qui libèrent de l'eau. Donc c'est la confirmation de la présence d'argile. On a des soufres oxydés et réduits. Et les carbonates vers 300 degrés qui libèrent du CO2. Et donc tout ça est extrêmement intéressant. Le fait qu'on ait du soufre oxydé et réduit est une source d'énergie pour les éventuelles bactéries, ce qui est encore en faveur de l'habitabilité. Bon, là, je ne vais pas détailler ces courbes qui sont un peu compliquées, juste pour vous dire qu'on peut faire de la spectrométrie de masse et de la chromatographie en phase gazeuse. Pour l'instant, ça n'a pas été fait beaucoup. Et on peut également mesurer des rapports isotopiques, par exemple de l'oxygène, 16-18 par rapport à O2 16. Alors, ça, c'est plus important. Et ce qu'il faut lire est écrit ici. C'est qu'on a mesuré du chlorométhane. Donc CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3. La question, est-ce qu'on est sûr que ce chlore et ce méthane sont martiens? Eh bien, bien que le chlore soit probablement martien, le carbone n'est pas martien. En fait, il y a une fuite dans l'instrument. Cette usine à gaz a des produits chimiques compliqués pour faire des réactions chimiques elles-mêmes assez complexes. Et donc, la fuite de ce matériau extrêmement complexe a libéré du carbone et le chlore vient du fameux perchlorate que Phoenix avait détecté, qui est très riche en chlore. Et donc, on n'a toujours pas trouvé de molécules organiques sur Mars, à part le CO2, qui est partout et universel. Mais je vous l'ai dit, le CO2, c'est une impasse de la chimie organique. Donc, on a un vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on aimerait bien trouver des molécules organiques avec plein de carbone, des chaînes carbonées, des molécules cycliques, etc. Et on ne les a toujours pas. Donc c'est aujourd'hui un petit peu un souci. Un mot sur le rapport d'essurage, donc deutérium sur hydrogène, il est très variable, donc la valeur mesurée est très précise, mais en fait il y a une énorme variation en fonction du cycle de l'eau, en fonction du cycle de condensation-sublimation de l'eau. Le pôle Nord, chaque année martienne, libère énormément de vapeur d'eau. Le pôle Sud un petit peu, mais ça se voit moins bien et c'était moins observable. Alors, Chemin, donc une mesure de cristallographie qui était la spécialité du Mercurien, qui a été président du CNES et ministre de la Recherche. Donc une source de rayons X, l'échantillon sous forme de poudre, et on fait des diagrammes de diffraction X. Chaque cercle ici, la distance, le rayon du cercle, les caractéristiques d'un cristal. Et on peut aussi faire de la fluorescence X ici, avec la même technique. En fait, on fait de la cristallographie. Et ça, c'est un élément nouveau. Donc, sur le sol, on a beaucoup d'éléments, donc des basaltes, des sulfates dont je vais parler tout à l'heure. Mais dans le forage, on a détecté des argiles, phyllosilicates en anglais, et en français aussi d'ailleurs. Donc, ces argiles sont non cristallines, sont plutôt, comment on dit, non cristallines, donc amorphes, voilà. J'ai cherché le mot, donc sont amorphes, c'est pour ça qu'il n'y a pas de raie, mais ça a été interprété comme étant lié aux argiles, qui maintenant sont bien identifiées. Alors pour terminer, quelques beaux autoportraits. Il n'y a pas de photographe sur Mars, mais on fait des beaux autoportraits. Si vous me posez la question, je vous expliquerai comment on fait. Voilà, ça c'est moi j'appelle cette image seul au monde. Donc ce rover qui est le Soleil est là, et une image bien déformée bien sûr. Alors des beaux panoramas, vous avez d'ailleurs un site ici d'un amateur qui... ah non, si, c'est lui, Damien Bouyck, qui fait des images assez extraordinaires et qui les traite tout seul et qui les met sur son site. Ça, c'est des fausses couleurs. Le ciel n'est pas bleu, le ciel est saumoné sur Mars. Donc, en fausses couleurs, le mont Sharp et les fameuses dunes. Alors, voilà tout ce qu'on a fait depuis 406 jours, où sol martien. On a passé 1 an dans cette zone et à un moment, les ingénieurs, ou plutôt la NASA, a dit « Bon, maintenant, ça suffit, il faudrait voir à avancer ». Donc, et maintenant, il taille la route. Donc, depuis le sol 330, il taille la route, c'est-à-dire qu'il essaye d'avancer le plus vite possible. Pas très vite à mon goût, il fait 40 mètres par jour, c'est pas énorme. Opportunity avait fait 200 mètres en une journée, donc je pensais que Curiosity pouvait faire beaucoup mieux. Voilà une image iris à très haute résolution de la trace de Curiosity.
Et voilà l'objectif. L'objectif, c'est d'aller au bout des dunes de sable, d'où le entry point. Voilà. Et entry point, c'est-à-dire qu'on est au pied de la montagne. Et ensuite, il faut grimper sur la montagne. Et là, on va y arriver. Aux dernières nouvelles, on y sera cet automne. Donc, il y a encore 5 km à faire. On est à peu près au milieu du voyage. On est à peu près là. Et donc, c'est un peu plus long que prévu. On espérait arriver plus tôt. Et ensuite, voilà. Donc, les zones d'argile, c'est à peu près dans le prolongement de cette zone ici. Donc, ça me mettra printemps, été prochain. Ça, c'est une image qui avait été faite bien avant le lancement. Donc, on a colorié en vert les argiles, en bleu, c'est de l'imagerie hyperspectrale, donc c'est Crisme qui a fait ces images-là. Donc, les argiles sont ici et les sulfates sont au-dessus, puisqu'on a une stratification géologique, les argiles sont plus anciens. Ensuite, il y a eu les sulfates, et ensuite, il y a des matériaux anhydres. Et donc, on arrive par un entry point qui est là, et on va très vite tomber sur les argiles au pied de la montagne, et qui est l'objectif central de la mission. Et ça, c'est une image plus récente, lors de l'extension de la mission, qui montre d'ailleurs qu'on va s'arrêter plus tôt que prévu. Et les argiles sont, voilà, clays sont ici, et c'est ça qui est prévu dans l'extension de mission. Mais malheureusement, on a un petit problème de roues. Et juste pour vous illustrer le problème, ça, c'est les belles roues traitées par Damien Bouygues. Donc voilà, donc on a des roues. Alors, comme je disais tout à l'heure à M. Velter, le JPL voulait écrire JPL sur le sol de Mars. Ben, la NASA a dit non, on vous l'interdit. Qu'à cela ne tienne, ils l'ont écrit en morse. Donc voilà, donc c'est écrit en morse ici, JPL, pour ceux qui se souviennent du morse. Ça donne des trous et des traits. Mais après, il y a d'autres trous. Ça, c'est un trou qui est un trou dans la roue. Et si vous regardez bien ici, la roue est cabossée de l'intérieur. On le voit mieux sur la deuxième. Et donc, on a des inquiétudes, notamment que cette tôle qui se redresse vienne arracher ce câble, qui est le câble d'alimentation du moteur de la roue. Alors évidemment, si la roue devient libre, c'est problématique. Et là, si vous regardez bien, c'est complètement bosselé par les roches. Et là, on voit bien que la roue est sur un petit caillou. Donc, alors 900 kg, vous corrigez de la gravité. En fait, chaque roue peut supporter quand même 50 kg. Et on ne s'attendait pas à avoir des cailloux aussi pointus. Donc, parfois, 50 kg sur 1 cm², ben, ça perce la tôle. Alors, la roue n'est pas en danger. Les bonnes nouvelles, c'est que la roue ne devrait pas se détruire. En fait, c'est ces stries-là qui sont très importantes. Et donc, ça devrait fonctionner. Ça, c'est juste pour illustrer que pour la première fois, les Français font les opérations d'un instrument sur Mars, donc le fameux ChemCam. Voilà les opérateurs en question. Et nous travaillons aux heures de la Californie, ce qui n'est pas très agréable. Nous travaillons de 17h à 3h du matin, une semaine sur deux. Et donc, et ça fait maintenant depuis août 2012, puisqu'on s'est posé août 2012. Et la NASA veut évidemment continuer jusqu'à au moins mi-2014. Alors ça, je ne sais pas si j'ai le temps de vous le montrer. Je vous parle quand même un peu du futur, parce que je suis déjà un peu en retard, c'est ça ? Bon, juste pour terminer sur le futur, on a un spectromètre qui est grand comme mon poing. C'est ce qu'on appelle un orbitrap. Donc on fait tourner les ions avec un système de cycle-fréquence. L'avantage de l'orbitrap, c'est qu'on a des résolutions en masse qui atteignent 60 000. Donc voilà ce qu'on fait avec un spectro de masse classique à la masse 262. Et si vous faites l'orbitrap, vous avez une mesure de la masse telle que vous en déduisez la formule chimique brute, directe, rien que par la mesure de la masse. Donc évidemment, c'est très attractif et on aimerait spatialiser un engin de ce type. Mais aujourd'hui, l'engin, voilà son volume. Il fait un mètre cube avec tous ses systèmes de pompe, système de refroidissement. Donc, vous voyez, entre la taille de mon poing et un engin spatialisé, aujourd'hui, l'engin de laboratoire, il fait 1 mètre cube. Donc, il y a beaucoup de travail, notamment les systèmes de haute tension sont complexes. Alors, un autre point qui est intéressant, c'est les systèmes de puces, biopuces, que vous utilisez parfois sans même le savoir, et qu'on retrouve en pharmacie. Le principe, c'est typiquement ce qui est affiché ici, c'est-à-dire que ces puces s'allument quand telle molécule est détectée. Et vous avez des systèmes avec 200 pointes, et vous trempez ça dans un liquide où il y a le matériau qui vous intéresse, et partout où c'est allumé, vous avez détecté la molécule. En fait, on voudrait le faire sur Mars. C'était les Britanniques, là, de Leicester, qui essayent de développer le Life Marker Chip, et ça permettrait de trouver la vie morte, extinct life, mais aussi la vie éventuellement vivante, extant life. Donc c'est en cours de développement, et les Britanniques ont renoncé, mais par contre les Américains sont en train de développer un système de ce type.
voilà à quoi ressemblerait l'instrument. En fait, les Britanniques ont retiré le financement, donc l'instrument a été abandonné. Alors en fait, ce qui nous intéresse beaucoup plus, au-delà de développer l'instrumentation in situ, c'est de ramener les échantillons sur Terre, c'est-à-dire de redécoller de Mars, parce que, évidemment, ce type d'instrumentation, on ne pourra jamais le mettre sur Mars. Une sonde ionique, qui est un engin de ce type, un spectro de masse ultra performant, vous ne pourrez jamais le mettre sur Mars. Donc on est très demandeur à la fois de développer des nouvelles technologies, mais aussi de rapporter des échantillons, mais il faut redécoller, c'est très complexe. Ça coûte entre 5 et 10 milliards de dollars, une mission de retour d'échantillons martiens, pour amener 500 grammes d'échantillons. Voilà, maintenant si vous voulez voir des belles images de Mars, un très beau livre qui est sorti. Merci.